Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. Vous savez, il y a des événements, des parutions, des moments qui vous mettent en joie. Typiquement, découvrir cet ouvrage-là me met en joie. Je suis heureuse de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, littéralement. Parce que pendant très longtemps, et c'est ce que je disais à Célie tout à l'heure, pendant très longtemps, je me suis plaint de ça. Et quelque part, Conversation féminine est née aussi de ce constat-là. De dire, nous sommes très nombreuses dans l'espace public. Il suffit juste de regarder à gauche et à droite. Les femmes, elles sont là, elles sont présentes, mais on ne les entend pas. On ne les entend pas, ou les rares fois où on les entend, elles sont toutes dans un discours extrêmement convenu, et dès qu'on se retrouve à deux, quelque part, le discours change totalement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, et je disais aussi, c'était quelque part, allez, le patriarcat, un petit peu aussi le capitalisme d'abord, ensuite un peu le patriarcat, et que ça allait être compliqué, comment faire pour renverser la tendance, parce qu'elles avaient toute tendance à travailler seules, à émerger seules, à évoluer seules, à faire les choses chacune seule de leur côté. Et ça me posait un souci parce que je reste convaincue que nous ne réussissons pas les choses tout seuls. Peu importe qu'on soit engagé politiquement d'une manière ou d'une autre, personne ne réussit seul. Et l'idée, si on veut faire bouger les lignes, c'est d'analyser pourquoi nous nous comportons de cette manière-là et de revenir là-dessus, mais aussi de comprendre qu'il est important que nos convergences, nos luttes, que elles se fassent en synergie et que nous puissions avancer ensemble. Et je reçois l'appel de Alice. Donc ça, c'est un petit peu le préambule. Et en lisant, elle nous dit de la puissance des sociétés, vous nous dites de la puissance des sociétés matrilinéaires aux luttes anticoloniales occultées, ce livre retrace un siècle de résistance féminine. Les auteurs y décryptent comment les Sénégalaises ont forgé une conscience féministe autonome malgré leurs invisibilisations par les pères de l'indépendance. Vous nous dites aussi que l'ouvrage explore surtout le paradoxe sénégalais contemporain, une percée historique dans l'espace public grâce à la loi sur la parité, contrastant avec un contrôle social persistant dans la sphère privée. Entre l'audace radicale des années 80 et l'actuelle ONGisation du mouvement, cette présentation sera l'occasion de découvrir une cartographie essentielle des rapports de pouvoir et des dynamiques collectives qui transforment la société sénégalaise, et ma journée était faite à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'était l'introduction à ce panel qui a pour thème violence de genre et féminicide, comprendre les obstacles et renforcer les stratégies féministes face aux reculs politiques et sociaux. Je suis Zoubida Fall et j'ai le plaisir de modérer ça. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Koumba, qu'on ne présente, mais je vais quand même te présenter et te laisser te présenter surtout. Koumba, qui est la géante invisible par excellence, qui est avec nous aujourd'hui. Initiatrice des géantes invisibles, féministe, activiste de énormément de causes, militante pour les droits des enfants, militante pour le compte, militante, activiste culturelle, féministe, mais surtout pour moi, Koumba, quand on la présente, pour moi, Koumba, c'est une voix. C'est une voix qui, quand elle s'élève, les autres se taisent, en fait, pour l'écouter et entendre ce qu'elle a à dire, parce que c'est toujours important. J'ai le plaisir d'être avec Célie, docteur Céliba, qui est sociologue, mais aussi contributrice dans cet ouvrage. Et si j'ai découvert la Fondation Heinrich Böll il y a quelques années, c'est aussi grâce à elle et à travers elle, et c'est un plaisir pour moi de la retrouver aujourd'hui. Wasso, ma petite sœur saint-louisienne, qui est fondatrice de Sénégal Action Féministe et qui est l'initiatrice du festival Ndajemi qui a lieu tous les ans. Cette année, le festival Ndajemi aura lieu le 14 février, comme par hasard. Je ne sais pas si c'est fortuit, militante féministe par l'art et la culture. Alors, si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, le micro est ouvert, la parole vous est donnée. Vous êtes sûr? Alors, très souvent, quand on parle de violence, on a tendance aussi à les regarder, pas nous, mais en général, à les regarder comme des moments, des coups de folie temporaires, une jalousie exacerbée. Et nous sommes en même temps dans une période de tension paradoxale. Et la plupart des gens nous disent qu'il y a beaucoup de violence, il y a plus de violence qu'avant, il y a plus de divorces qu'avant. Alors que l'impression que nous avons, nous, c'est peut-être que la parole, elle se libère. Même si la parole, elle se libère, les féminicides, eux, et les VBG
connaissent une recrudescence alarmante. Donc, ma question c'est, est-ce qu'elles connaissent réellement une recrudescence alarmante ou est-ce qu'on les entend beaucoup plus, sachant que ma position est déjà dite dès longtemps? Je vais laisser cette question ouverte à chacune d'entre vous, ou peut-être Célie, si tu veux ouvrir, par la perspective de l'ouvrage. Certains vont voir le verre à moitié plein. Quand on parle de recrudescence, certains vont vous dire c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a eu tellement de mobilisation, il y a eu tellement d'actions, finalement les langues se délient, on se libère, on en parle. Et ce qui fait que ça augmente les chiffres. Donc c'est important. Ça, c'est le verre à moitié plein. Quand on le regarde à moitié vide, on se dit, mais bon, finalement, avec toutes ces mobilisations, cet argent qui est injecté, et là je me positionne au niveau mondial, parce que c'est quelque chose qui est partagé, ces violences-là, ces féminicides, on sait qu'on injecte beaucoup, mais avec ces chiffres qui ne cessent de monter, bon, on va se dire, mais bon, quel est finalement l'impact de toute cette mobilisation et ces actions sur ça? On n'a pas du tout avancé. Et moi, c'est ce regard que sur le verre à moitié vide. On en parle, il y a des lois, parce que cette question, ce n'est pas seulement lié aux questions de loi. La question juridique ne règle pas toujours le problème, même si c'est toujours important d'avoir des lois. Mais les lois ne suffisent pas pour régler ces questions-là, parce que c'est des questions sociales. Donc, il faut adresser ces questions avec des outils sociaux. Donc voilà, donc on reste en tout cas mitigé, en tout cas sur ces questions, et on essaie, nous, de remettre toujours en cause, est-ce que c'est la bonne approche finalement pour adresser ces questions-là? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà? Parce que les causes profondes, comme j'ai dit, c'est lié un peu à un système social qui est organisé de telle sorte qu'il y a un groupe qui est privilégié et l'autre qui n'est pas privilégié, que ce soit en termes d'accès aux ressources. Les hommes accèdent plus aux ressources, que ce soit la prise de décision, etc., etc. Et cette organisation fait que l'autre groupe va essayer de tirer profit. Et tant qu'on n'essaie pas de déconstruire, en tout cas, cette organisation qui privilège l'autre, et l'autre qui se dit que j'ai beaucoup plus de droits, de faveur sur ça, et que l'autre a moins de faveur, on va continuer à parler de violence et d'abus. Merci Zoubida, merci à la Fondation Enrich Bol de nous rassembler et d'avoir soutenu ce travail. Merci Célie, à toi et à toutes les contributrices de cet ouvrage. Et contributeurs. Bon, on dira contributrices en comptant les hommes à l'intérieur. Comme le français est généralement sexiste, on va le prendre dans l'autre sens, n'est-ce pas? Il y a plus de femmes. Donc, il acceptera d'être contributrice dans ce groupe. Ta question, Zoubida, c'est est-ce que les chiffres montent ou est-ce que c'est juste parce que c'est de plus en plus visible ou de plus en plus entendu? Je ne sais pas. Je n'ai pas la véritable mesure pour savoir, en tout cas pour le Sénégal, est-ce qu'on a plus de féminicides ou est-ce que c'est que maintenant ça se dévoile plus et qu'on en parle? Mais peu importe qu'il y en ait plus ou moins, pour moi, chaque femme qui meurt, c'est un monde qui chavire. On ne peut pas compter les féminicides. Vous savez, je ne sais pas, pour ceux d'entre nous qui sommes du Sénégal, quand on était enfant en tout cas, quand on nous comptait, on se fâchait. On disait « Bantoumam Yalla ». Quand tu comptes les êtres humains, quand je commence à dire 1, 2, 3, 4, les gens commencent à s'énerver. Parce qu'on ne compte pas les êtres humains. On ne peut pas compter une personne. Parce qu'une personne n'est pas une seule personne. Elle est un faisceau de liens. Donc quand une femme est tuée, ce n'est pas une femme qui est morte. C'est tout un monde autour de cette femme qui chavire. Donc j'ai du mal avec les chiffres. Et bien sûr, je sais que ça fait partie de la façon de s'organiser, de compter, de machin, mais je veux aller au-delà des chiffres. Et que ce n'est pas une question de nombre, c'est l'intensité de ce dont on parle et ce que ça fait
dans nos sociétés, dans nos communautés, qui pour moi, je pense, c'est là où je voudrais qu'on démarre autour de cette question. Et l'autre chose, on nomme des choses très, très lourdes. On est dans cette salle, on parle de fémicide. La réalité, c'est que on parle de famille, on parle des personnes qui ont vécu ces questions-là. Et même quand ce n'est pas dit, même quand c'est effacé, même quand les femmes meurent et que l'étiquette de fémicide n'est pas écrite, on sait ce que ça fait, ce que ça donne. Et le crime n'est pas un crime individuel non plus. Parce qu'une femme ne meurt pas seule de la main d'une personne. Elle est aidée, cette personne qui tue cette femme est aidée par une société qui lui permet de le faire. Et ça, il faut qu'on le note. Le crime des fémicides, c'est des crimes qui sont j'allais dire, c'est organisé, c'est planifié, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. Donc, c'est une société qui permet que ça se passe. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci encore une fois à la Fondation Heinrich Böll de m'associer à vos activités, à ce panel-là surtout. Et c'est un honneur pour moi d'être panéliste aux côtés de femmes qui m'ont personnellement toujours inspirée et qui continuent de m'inspirer. Et merci à Zubida pour la présentation. Et je suis Wasso Tunkara, comme Zubida a dit. Et je m'associe à ce que Célie et Tata Kumba viennent de dire. Et moi non plus, je ne sais pas exactement, mais peut-être qu'on nous parlera de l'arrivée de la nouvelle technologie. On nous parlera de libération de la parole, par exemple, de dénonciation. On nous parlera de la presse, qui, même si quand on lit les papiers sur les féminicides, on est vexé, on est en colère, mais c'est une presse qui participe aussi à cette visibilisation de cette mauvaise nouvelle, mais qui est une réalité qui doit être mise au devant de la scène et qui doit être mise sur la table pour des solutions. Donc, il y a aussi peut-être tout le travail que les féministes, pionnières ou jeunes contemporaines, sont en train de faire, de conscientisation, de lutte contre ce système qui continue d'oppresser, qui continue de contrôler la vie des femmes avec ses outils, que ce soit juridique, avec une organisation sociétale que Célie vient de dire. Mais ça interpelle aussi, ça pousse à poser des questions, surtout sur la responsabilité de nos États, sur les solutions que ces États-là proposent, mais également sur le mutisme de nos dirigeants, tout simplement, sur ce que, en fait, les femmes sont en train de vivre dans cette société. Donc, pour moi, parler de chiffres, c'est un peu lourd, mais en tant que jeune féministe, je pense aussi qu'on parler de chiffres participe à reconnaître, parler surtout des noms de ces victimes participe quand même à la reconnaissance de ces crimes, mais aussi visibilise la souffrance, tout ce que ces femmes-là ont eu à endurer. Énormément de questions, en tout cas, que nous, en tant que jeunes, nous essayons de questionner. Nous essayons quand même de mettre au devant de la scène pour avoir des solutions, parce qu'on sait qu'une femme
qui est tué, comme a dit tout à l'heure Tata Kumba, c'est une famille qui est disloquée. C'est beaucoup d'autres problèmes qui ne disent pas son nom. Merci beaucoup. Rassou, pour ton retour là-dessus. Basile, ça tombe très très bien parce que la prochaine question, en réalité, elle était pour toi. Et si on revient à l'ouvrage ensemble, en tant que contributrice, on se rend compte que le livre trace les trajectoires des féminismes depuis la période précoloniale. À la lumière de cette lecture historique, est-ce qu'il y a des enseignements que les jeunes féministes peuvent tirer des générations précédentes? C'est le grand débat. Oui. C'est le très grand débat. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous laissé pour nous? Et qu'est-ce que vous avez fait des droits que vous avez? Je pense que la Fondation a démarré, pas réglé, mais a suscité des réflexions, les dialogues intergénérationnels, qui avaient démarré depuis entre 2019 et 2021, qui a mis ensemble 3 générations de féministes. L'enjeu, c'était de se faire connaître, d'apprendre des unes et des autres. Pas seulement d'apprendre des anciennes, mais les anciennes aussi doivent apprendre de la jeune génération. Donc, 2 ans successifs, voilà, de partager les stratégies, etc. Et l'ouvrage offre évidemment ces enseignements. Donc, partager les stratégies, les forces et les faiblesses, les difficultés. Donc ça, c'est un. Mais aussi dire aux jeunes générations que les luttes n'ont pas démarré hier. Ces luttes ont été... La question de l'égalité, pour moi, fait partie des plus vieilles questions de l'humanité. Dans le monde, plus vieille question de l'humanité. Donc les luttes n'ont pas commencé hier, mais les luttes ont été anciennes. Il faut que la génération le sache. Il faut que la génération sache qu'aujourd'hui, je peux travailler tranquillement, rester à l'école, parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. Il faut qu'ils sachent pour qu'on crée cette prise de conscience en disant que finalement, c'est acquis, il faut qu'on essaie de préserver cette question-là. Parce que l'un des enjeux aujourd'hui qu'on doit poser, c'est la question de la sécurisation de nos acquis. Quelle stratégie pour sécuriser nos acquis? Dans un monde où il y a des radicalités, il y a l'extrémisme, voilà, donc on perd des choses. Et en tant que Sénégalais, vivant dans un contexte de forte religiosité, il faut que la jeune génération se dise « je dois travailler pour préserver ces acquis-là et aussi en avoir d'autres ». Donc c'est pourquoi on nous pose la question, finalement, vous, en tant que féministe, qu'est-ce que vous avez apporté? Parce que ces acquis, quoi qu'on puisse dire, je parle sous le contrôle de Awa Fall Diop qui est là, et d'autres, donc elles ont pu travailler dur, difficile, parce que les contextes n'étaient pas faciles du tout, les contextes étaient contraignants, donc il faut que cette jeune génération le sache, et l'ouvrage, évidemment, met en lumière toute cette difficulté, ces contextes contraignants, mais qui n'a pas empêché les luttes de se faire. Et aussi, c'est extrêmement important de valoriser les savoirs locaux. Donc, valoriser les savoirs locaux, parce qu'être féministe, on nous texte souvent que vous êtes occidentalisé, parce qu'il y a des féminismes africains. Donc, l'ouvrage aussi aide aussi à se dire qu'il y a des féminismes africains, donc qui sont ancrés dans les réalités locales, et les luttes n'ont même pas commencé durant la colonisation, mais bien avant. Des luttes ont pu commencer, et c'est extrêmement important pour que ces générations puissent avoir tous ces éléments-là pour pouvoir les contextualiser dans leurs époques, travailler sur ces questions d'héritage, mais aussi, ce qu'on attend beaucoup, d'être beaucoup plus innovant et beaucoup plus stratégique dans nos actions. Beaucoup plus stratégique dans nos actions. C'est le tissu social. L'obstacle structurel reste le tissu social discriminatoire et qui est partagé par, je peux dire, les pays, que ce soit africains, mais aussi mondiaux. Pour caricaturer pour le Sénégal, nous avons un cadre juridique favorable, même s'il y a des choses qu'il faut changer. Rien que dans la Constitution, on nous parle d'égalité entre les hommes et les femmes, à tous les niveaux. Sur le plan des responsabilités, sur le plan de l'accès aux ressources, voilà, à tous les niveaux, mais ces engagements-là
ce vœu pieux, on n'arrive pas à l'opérationnaliser dans nos quotidiens. C'est ça. On n'arrive pas à l'opérationnaliser. Parce que parler de l'égalité, c'est qu'on a les mêmes droits et les mêmes responsabilités, on a les mêmes opportunités, on est des êtres humains en part entière, donc on doit avoir les mêmes droits, c'est tout simplement. Et on n'arrive toujours pas à l'opérationnaliser. Le cas le plus simple, c'est l'accès au foncier au Sénégal, qui est un problème. Et pourtant, c'est réglé dans la Constitution, c'est réglé dans le droit national, qui parle du foncier, c'est réglé à travers des décrets et des lettres circulaires. Mais vous allez sur le terrain, on est en 2026, mais les femmes n'ont toujours pas accès à la terre. Et pourtant, le cadre juridique le règle. Parce que sur le terrain, c'est des normes sociales, c'est des coutumes qu'on met au-dessus. Donc, c'est pourquoi je disais que les lois ne règlent pas toujours le problème. Il faut retourner travailler sur ce tissu social-là, sachant que dans le foncier, 100 personnes qui cultivent, les 70 sont des femmes. On est au Sénégal. 100 personnes qui cultivent, les 70% restent une main-d'œuvre féminine et qui n'a toujours pas le contrôle des terres, qui n'est pas propriétaire des terres. Voilà, il n'y a qu'une faible de 13-16%, bref. Donc, comment aujourd'hui avoir une stratégie pour s'attaquer à ce tissu social-là? Je suis d'accord qu'il faut continuer à militer pour qu'on ait plus de lois, etc. Mais il faut qu'on le fasse parallèlement avec l'éducation. Les questions d'égalité de genre ne sont toujours pas enseignées dans les écoles au Sénégal. Ça, c'est un problème. On ne l'enseigne pas. Parce que l'égalité, c'est construire des liens d'égalité entre les hommes et les femmes. On doit l'enseigner pour que ça rentre dans les têtes. On doit définir dans l'espace familial une politique de famille et le mettre là-dedans. On doit le mettre dans la communication, les petits écrans, les dessins animés, nos séries télévisées. Il faut tout un ensemble d'orchestres sur ces questions et on doit l'insérer dans les instances de socialisation. C'est-à-dire que c'est les instances de socialisation qui doivent être interpellées et dans ces instances de socialisation, on doit mettre là-dedans et avoir tout un ensemble de politiques pour orchestrer tout cela. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas changer le problème. Le tissu est juste fissuré, mais le tissu est toujours en bonne santé. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de limites. Et ce qui fait que les violences vont être toujours là, parce qu'on n'a pas travaillé sur ces instances de socialisation. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est comment fissurer ce tissu social, comment développer davantage une masse critique. Et quand je dis tissu social, évidemment, le Sénégal, il faudrait des figures, des acteurs, les religieux, les coutumiers, en tout cas l'ensemble, pour qu'on puisse agir sur ces questions. La Fondation l'a très bien compris. Je me rappelle, on avait un programme avec l'Association des juristes sénégalaises, parce que, imaginez-vous, dans les facultés de droit, on n'enseigne pas les droits des femmes. Les droits des femmes, l'arsenal juridique qu'on a, mais n'est pas enseigné. Dans nos facultés de droit, on continue à nous parler des droits de l'homme. On n'enseigne pas les droits des enfants ni les droits des femmes. On avait compris ça et on avait mis en place un programme, vu qu'on ne peut pas développer des curricula et le mettre au niveau de l'université parce que c'est une grosse machine. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a sélectionné des étudiants de Master 2 de droit et on a essayé de travailler avant qu'ils aillent au fourneur, devenir magistrat, etc. Donc, ce travail qu'on a pu faire. Donc, pour vous juste dire que l'ampleur de la tâche et le peu d'efforts, même si on parle de volonté politique, le peu d'efforts que le Sénégal fait, même s'il est resté champion en termes de ratification. Tu sais, ce que Célie dit est tellement vrai, tellement réel. Et bon, je suis poète, hein, n'est-ce pas? Et conteuse. Donc, je regarde souvent les choses. Et je me dis, Célie, je retourne au féminicide, puisque c'est aussi le sujet qu'on fuit quelquefois, pour dire que, quelque part, quand on pose la question, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que vous avez fait, etc., je me dis, peut-être qu'on doit se donner un peu de patience, un peu de patience pour les féministes, pour les luttes féministes.
le parallèle que je ferais, ce serait les luttes pour la démocratie. Ça fait des années qu'on a investi pour les luttes pour la démocratie. Et pourtant, quand on regarde le monde aujourd'hui, il y a des reculs énormes. Sur le continent africain, on a eu des périodes où on a pensé qu'on avait dépassé certaines choses, et pourtant on voit de très grands reculs. C'est juste pour dire que quand il s'agit de changement social, quand il s'agit de lutte, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas qu'une fois qu'on a eu ça, c'est fini, ça reste. C'est des cycles, c'est des spirales, etc. Et donc, je veux donner une petite, j'allais dire, un petit temps, une patience aussi pour les mouvements féministes. On ne peut pas se frapper et être malheureuse parce que, oui, on ne voit pas les avancées telles qu'on voudrait les voir. Mais il y a des avancées. Et pour moi, justement, même si je ne connais pas les chiffres, les recrudescences ou la visibilité des féminicides, pour moi, est un indicateur des avancées, d'une façon ou d'une autre. De ce que Wasso disait, la parole libérée, la possibilité de le dire, mais aussi quelquefois parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a des lois, parce que les femmes vont à l'école, parce qu'elles ont la possibilité de gagner leurs propres sous, parce qu'elles peuvent décider de qui elles peuvent aimer ou pas, justement, c'est ce défi au patriarcat qui rend la violence encore plus présente et encore plus visible. Parce que c'est une société qui refuse le changement. Et il y a des femmes qui maintenant, il n'y a pas de chemin de retour. Elles ont connu autre chose. Elles ont vu d'autres possibilités. On ne peut plus les garder dans des boîtes. Et ça fait réagir. Et pour moi, cette violence qu'on voit aujourd'hui n'est pas liée seulement à ceux qui font la violence, c'est lié au fait que les femmes sont différentes. Et ça, c'est inacceptable. Je dirais que nous avons beaucoup de sources d'inspiration. Et merci Célie, à toi et à toute ton équipe pour ce travail. Ce livre est une contribution pour ces inspirations-là. Et nous pouvons, je dirais, nous devons continuer à aller plus loin et à sortir et à montrer ces sources d'inspiration. Zubida, toi-même, tu le fais avec Conversation féminine. Mais sortir les combats féministes de l'invisibilité. Sortir les féministes de l'invisibilité. Sortir les femmes, tout simplement, qui font de belles choses, de l'invisibilité. Pour moi, c'est ça qui inspire et c'est ça qui contribue à lutter contre les féminicides. Parce que pour moi, l'invisibilité, c'est le début de la mort. Oui, invisibilité. Ay jinne ay fantômes rek la jik. Tu vois, l'invisibilité, c'est bon pour les fantômes et pour les djinns, pas pour les humains, pas pour les femmes. Parce que quand on est invisible, on peut être facilement effacé. On est déjà invisible. Si on vous tue, alors, qui va s'en rendre compte? Qui va savoir que quelque chose s'est passé? Donc combattre l'invisibilité, amener les visages de femmes à la lumière, par les photos, par la vidéo, par les podcasts, par ces livres, par ces biographies. C'est ça le début vraiment de la lutte. Parce que les voir sous ces lumières-là rend difficile de les effacer. Et c'est symbolique, parce que le fait d'effacer les femmes, même quand elles sont énormes, quand elles sont grandioses, quand elles sont géantes, de pouvoir les effacer, c'est ça aussi qui permet d'effacer les femmes quand on ne les connaît pas et de les effacer complètement et littéralement. Oui, je pense que les géantes invisibles
Et on en a hein, dans cette salle. Aofal fait partie de celles qu'on a célébrées très très tôt au tout départ. Ici même, hein, n'est-ce pas, à la place du souvenir. Vous êtes invités, hein, c'est un grand sabbat, c'est une grosse fête. Et c'est surtout raconter les histoires et faire les témoignages sur des femmes en leur présence. Et leur dire qu'on les aime, leur dire qu'on les voit et qu'on reconnaît ce qu'elles font. Et nous avons été accompagnés depuis des années par la Fondation Heinrich Böll aussi. Et Marie-Hélène est là dans la salle qui coordonne cette activité. Mais la réalité, comme on dit Zoubida, la raison principale pour laquelle nous faisons cette activité, j'allais dire, c'est presque une activité de guérison. C'est presque pour dire nous sommes là, nous sommes vivantes et nous faisons de belles choses. Et ensemble, d'être témoins de cela pour les femmes. Parce qu'il y a quelque chose, quand on fait les choses ensemble, quand on est toutes et tous ensemble, témoins. Et plus personne ne peut retourner, dire que non, je n'ai pas vu. Parce que quand ça s'est dit côte à côte, on peut dire non. Mais quand c'est fait en public, c'est ça. Et pour moi, c'est ça le symbole qui fait revivre, qui fait vivre les femmes et qui leur donne cette aura, remplir l'espace et montrer qu'on a droit. Hein, on a droit à la reconnaissance, à la joie et à la vie. Parce que c'est ça finalement, c'est le même fil. C'est le même fil quand on reconnaît que quelqu'un a droit à la vie. Et la vie, ça va avec cette reconnaissance. La vie, ça va avec ce potentiel de joie, ce potentiel d'être reconnu et d'être accepté. Et les géantes invisibles, c'est aussi pour ça. Qui a rempli la bouteille d'eau, qui nettoie la salle quand nous ne sommes pas là avant qu'on arrive. Et de reconnaître ce travail-là à sa juste valeur. Parce que si nous pouvons, ce travail invisible comme tu dis, parce que si nous pouvons nous asseoir ici, nous réunir, être tous là en même temps, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui ont permis que cela existe. Donc oui, voir, nommer. Et je m'en rappelle à chaque fois, j'essaie moi-même de refaire cet exercice à chaque fois que j'arrive quelque part. Merci Koumba pour ça. Wasso. Alors, lors de son discours du Nouvel An, pour la première fois depuis que le Sénégal est Sénégal, le président Faye a condamné les féminicides. Il a dit féminicide textuellement. Comment interprétez-vous ce moment et s'agit-il, à ton sens, d'un signal conjoncturel ou d'un tournant plus structurel et quelles mesures concrètes sommes-nous? Quand le président Bassirou Diomaye Faye a effectivement prononcé le mot féminicide et allait même jusqu'à condamner le féminicide lors de son discours. Ça a suscité beaucoup de réactions. Hein. Et personnellement, j'ai même reçu des messages en inbox de personnes me disant c'est comme si vous êtes écoutés parce que apparemment le président n'a répondu qu'à votre plaidoyer durant tout son discours. Mais pour moi, en tant que militante, c'est vrai que c'est la première fois qu'une autorité aussi stratégique condamne publiquement les féminicides. C'est un signal fort, c'est symbolique. Mais pour moi, comme tu dis, ça reste un discours circonstanciel pour moi. Parce que tout simplement, l'attente après le discours, c'était des actions concrètes. Pour moi, après le discours, voilà, tout un mécanisme allait être mis en place, des réformes allaient être projetées, on va dire.
une équipe allait être mise en place, le ministère allait vraiment se concentrer sur les féminicides, mais jusqu'à présent, pour moi, ça reste un discours. Et en tant que féministe, je pense que, et je reste convaincue que la parole ne suffit pas, mais également, la parole n'est jamais neutre. Peut-être, c'est un discours qui forcément a créé des espaces. Peut-être, c'est un discours qui avait pour objectif de calmer les colères. Mais au-delà, je pense que c'est un discours qui a aussi fait parler une opposition, une résistance. Parce qu'on a vu aussi, juste après, beaucoup de... Et nous aussi, ça nous interpelle, mais toute la population, sur qui sont nos représentants dans certaines instances décisionnelles. Parce qu'on a vu des personnalités, entre guillemets, qui ont osé nier l'existence de ces féminicides. Mais ce qui me réconforte du fait que cette parole-là était pour moi circonstancielle, c'est qu'actuellement, nous sommes le 3 février et nous avons enregistré 3 féminicides au Sénégal. L'année dernière, on a enregistré 18 féminicides. Elles étaient 18. Elles étaient 18, exactement. Et merci. 18 connus, exactement. Exactement. 18 et maltraités. Et enfin, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est triste et c'est lourd de les compter, mais c'est nécessaire. On en a besoin pour pour que l'État puisse vraiment prendre ses responsabilités. Mais également, parler de féminicide, pour moi, c'est un travail que les féministes ont eu à faire, comme j'ai dit, pionnières ou jeunes féministes, parce que beaucoup aussi ont dénoncé, ont dénoncé le fait qu'on utilise le terme féminicide. Pourquoi utiliser féminicide maintenant ? Donc, parce que pour nous, le féminicide, ce n'est rien d'autre que, en fait, la manifestation d'une violence extrême d'un système qui est là, qui continue de contrôler les femmes et qui a droit de vie sur les femmes. Et donc, tout ce que je disais tout à l'heure, le mutisme de nos États contribue au renforcement de ce système-là. Et donc, pour moi, sans réforme, sans mécanisme de protection, sans fonds mis en place, sans recherche, en fait, ce discours reste un discours circonstanciel pour moi. Merci. Merci, Wassou. Vous savez, puisqu'on parle de génération et que, bon, je suis quand même un peu vieille par rapport à Wassou, quand même, même si je suis plus jeune par rapport à d'autres. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le cas d'Okinyas. J'avais 20 ans, autour de 20 ans, et Dokinyas avait 22 ans, je pense qu'on avait le même âge, et elle avait été battue à mort par son mari, et c'était en période de Ramadan, parce qu'elle avait refusé de lui préparer un déjeuner. Et Tu expliques pour les non-sénégalais pourquoi c'est encore plus... Oui, c'est grand, c'est fort, parce qu'il fallait que ce soit énorme comme ça pour que ça sorte. La période du Ramadan, généralement, les femmes préparent le repas du soir ou le repas très tôt le matin, mais pas le déjeuner. Déjà, c'est énorme de préparer 3 repas par jour, c'est lourd, le Ramadan, c'est très très lourd. Si en plus de faire ces 2-là, tu dois aussi préparer un déjeuner, elle a refusé de préparer un déjeuner. Elle a été battue à mort par son mari. Et je me rappelle, Feu Binta Sarr
de Kaolack avait mobilisé et organisé les femmes autour de APROFES. Et c'était une grande mobilisation à travers le Sénégal. À travers le Sénégal, les femmes sont sorties. Parce que c'était le ras-le-bol. Bien sûr qu'on connaissait des féminicides. Bien sûr qu'on savait que les femmes mouraient et tout. Mais c'était comment ça s'est passé. Je pense le fait qu'elle était si jeune, le fait que c'était le ramadan, le fait qu'elle a refusé de préparer un déjeuner. Il y avait tellement de choses que, en fait, les femmes se sont dit vraiment, si on ne sort pas pour ça, on ne sortira plus jamais. Et pour moi, c'était en tout cas le début de mon engagement féministe sur cette question de féminicide. Et s'il y avait une complication, c'est le fait religieux, parce que aussi c'était dans une famille religieuse sénégalaise bien connue, très bien protégée, etc. Et cette marche des femmes, surtout à Kaolack, a bousculé les gens au Sénégal et a ouvert les yeux sur la question des féminicides. Donc, je pense que c'est des choses dont on doit se rappeler, parce qu'il faut qu'on en parle pour que les générations aujourd'hui qui se battent pour ces noms que tu viens de citer se rendent compte que pour une femme, plus de 12 000 femmes sont sorties pour ce féminicide-là. Et je le place dans un cadre que moi j'appelle la guerre contre les femmes. C'est comme s'il y a une guerre contre les femmes, parce que si on doit compter nos morts, c'est parce qu'il y a une guerre. Et que on donne ces noms-là et ces chiffres-là, mais celles qui ne sont pas connues, celles qui ne sont pas déclarées, parce que souvent c'est considéré comme une honte quand quelque chose se passe, on le cache, surtout si c'est fait par des gens dans la famille, personne n'en parle. Donc les véritables chiffres, même des morts dans cette guerre-là, nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Et ça demandera beaucoup pour qu'on puisse avoir les véritables chiffres. Voilà. Donc c'est ça vraiment que je voulais ajouter. Merci. Donc elles finissent de faire leur marche et elles rentrent chez elles. C'est le moment de rentrer. Et comme elles étaient nombreuses, elles étaient sorties, elles ont marché, il était 14 heures passées, il faisait chaud, elles ont hélé un taxi. Et elles sont montées dans le taxi et une discussion normale avec un chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi qui leur dit « Mais pourquoi il y a toutes ces femmes dehors ?» Et elles se lancent dans de grandes envolées lyriques en expliquant comment c'était révoltant, ce qui s'était passé. Doquignas, on l'a tué, son mari, parce qu'elle n'a pas voulu faire à manger, etc. Et le chauffeur de taxi qui se retourne, il dit rien que ça. C'est pour ça que vous êtes toutes dehors. Et la banalité, en fait, et c'est surtout ça le problème en réalité. C'est cette banalité et ce peu de valeur que représentent nos vies, cette banalité de la violence et du traitement qui nous est infligé est encore beaucoup plus choquant en réalité. À cette banalité, ce chauffeur de taxi-là, j'essaie d'imaginer la scène à chaque fois. Si Kodou Bob l'avait insulté, comme on fait au Sénégal, si elle avait juste répliqué par Sago Kondaï, vraiment une injure, ce monsieur se serait offusqué. Ça aurait fini peut-être à la police parce qu'il aurait considéré que Kodou Bob lui a manqué de respect. Ne se doutons pas ou n'essayons même pas de comprendre à quel point ses propos à lui sont violents. Quand il lance son lolo qu'est-ce que moi yen kon lolo rek la. Et s'il y a une chose qu'on doit garder à chaque fois quand on parle de violence, c'est qu'elle n'est pas le fait de monstres, comme on dit, tapis dans l'ombre. Elle est le fait du quotidien et de la banalité, du peu de valeur de nos existences en réalité. Et c'est de ce fait-là. Et pour moi, c'est aussi ça le problème quand on parle justement de tissu social, Célie, comme tu le disais. Je vais te repasser le micro parce que ça va nous permettre de venir sur le point du code de la famille parce que plusieurs organisations appellent à une réforme de ce code-là. Selon toi, une telle réforme, est-ce qu'elle est politiquement envisageable avec le gouvernement actuel? Et quels rapports de force ou de résistance sont identifiés? Merci beaucoup, Kumba, Wasso, Zubida, pour ces précisions.
sur cette mobilisation suite au décès de Doc Ignace. Mais qu'est-ce que ça nous a permis? Ça a permis d'avoir une disposition. Donc, on a eu une loi donc, de 1999 sur les violences conjugales. Donc, finalement, cette mobilisation a donné quelque chose. Hein? Donc, on a eu quand même cette disposition de 1999 qui condamne les violences conjugales. Pas le viol conjugal, mais les violences conjugales. Et la mobilisation qu'on avait suite à la mort de Binta Camara, ça a donné un peu à la criminalisation. Donc c'est extrêmement important de se mobiliser. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Hein? Sur le terrain, de se mobiliser parce que ces mobilisations aident, ont porté des fruits. C'est extrêmement important. Pour revenir un peu aux réformes, je ne suis pas seulement pour une réforme du Code de la famille. Quand on réforme, il faut avoir une vision holistique des codes. Je donne un exemple. Parce que nous, nos codes, que ce soit le code pénal, le code de la famille, le code de l'eau, le code de l'urbanisme, le code de l'électricité, etc., le code de la route, voilà, n'épouse pas les conventions et les chartes au niveau régional, n'épouse pas. Pourquoi on doit avoir une vision globale de la réforme, pas seulement du code de la famille, mais des codes globalement, surtout le code aussi pénal. Parce que quand je prends par exemple l'article 111 du code de la famille, qui parle de relèvement de l'âge au mariage, parce que l'âge au mariage de la fille ici, c'est 16 ans, et les garçons, c'est à 18 ans. Et on parle de maintenir les jeunes à l'école, les filles à l'école, des longues études, etc. Sachant qu'ici, on se marie avec une communauté, pas seulement une personne. Donc, c'est quelque chose de très lourd. Et qu'on va regarder dans le code pénal, où là-bas, l'article 300 nous dit on peut même consommer un mariage sur un enfant de 13 ans. Donc, on ne peut pas travailler ici et laisser l'autre. Alors qu'on a une loi sur la criminalisation du viol. Vous voyez un peu les incohérences. Donc, il faudrait avoir une vision globale. Il faut parler des mesures discriminatoires. Il faut parler des lois discriminatoires. Il ne faut pas seulement parler de code, c'est important, le code de la famille, mais il faut parler plus des mesures. Et il y a une commission qui a été mise en place par le gouvernement. Donc, un rapport est sorti. Maintenant, il faudrait plus de mobilisation pour faire appliquer les conclusions de cette commission-là, qui est revenue un peu sur tout ce qui est mesure qui discrimine, qui n'est pas en adéquation avec les conventions au niveau international, etc. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Donc, voilà, il y a des réflexions au niveau de la société civile, chez les féministes, qui parlent aujourd'hui des assises, donc qui vont se tenir peut-être d'ici la fin de l'année, les assises sur les droits des femmes, donc qui vont essayer peut-être de retracer, en tout cas de mettre sur la table toutes ces discriminations-là, sachant que tout est connecté. D'accord? Donc voilà, c'est important. Maintenant, le gouvernement, c'est vrai qu'il y a un travail souterrain que je ne vais pas dénoncer ici qui se fait, surtout du côté de la GS. On avait l'engagement de l'ancien ministre qui est parti sur le relèvement de l'âge au mariage, mais aussi sur la résidence du ménage. Parce que même choisir une maison, c'est l'homme qui doit choisir la maison. Voilà, donc on avait au moins ces deux-là, mais malheureusement, il y a eu ce changement institutionnel qui reste un risque, voilà, qui est parti. Voilà, celle qui est là, je sais qu'elle est très engagée, mais voilà, il faut reprendre encore à zéro. Mais même dans le Code de la famille, il y a une articulation des articles. Si on touche un article et on ne touche pas l'autre, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on touche l'article 152, qui est sur la puissance maritale, etc., c'est l'homme qui est en charge de tout, qui est propriétaire de tout, qui est responsable des enfants, etc. Et on ne touche pas l'article 277, ça ne change pas. Donc soyons beaucoup plus stratégiques dans nos luttes. Il ne faut pas des fois accepter des bouts, parce que ce bout-là ne va pas régler le problème global.
Donc, soyons beaucoup plus ambitieux, audacieux et parlons de réforme de manière globale. Sinon, on va dire, mais on a réformé. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles ne sont jamais contentes. Elles sont vraiment frustrées à chaque fois. Il ne faut pas accepter de tomber dans ces pièges. Sur le rapport de force et les résistances. Pour les résistances, au-delà du tissu social qui bloque, mais aussi il y a le niveau institutionnel. Parce que c'est ce tissu social qui alimente tout le reste. La racine, c'est là, donc ça alimente. Au niveau institution, etc., il y a des résistances au niveau institutionnel, ce qui fait que on a une volonté politique qui est là globalement, mais le problème d'engagement pose problème au niveau institutionnel. Il y a l'engagement, il y a la volonté politique à travers les textes, il y a la volonté, mais il n'y a pas l'engagement. Sur ces questions, par exemple, d'égalité homme-femme, rien qu'au niveau institutionnel, on a des soucis pour bien intégrer la question de l'égalité dans nos politiques publiques. On parle des données qui ne sont pas désagrégées systématiquement. Pour avoir des données désagrégées, pour faire des analyses de genre, pour bien savoir où est-ce que les fonds vont aller, qu'est-ce qui est attribué aux hommes et aux femmes. Donc il y a tout un ensemble de problèmes et qu'il y a une faible appropriation en fait, de ces questions-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est des questions qui restent secondaires. C'est des questions qui restent secondaires dans nos démarches, mais pourtant, c'est une exigence. C'est une exigence. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas parler de grands programmes si dans ces grands programmes-là, on n'intègre pas les questions de l'environnement et la question de l'égalité homme-femme. D'ailleurs, il y a un décret 2023 sur tout ce qui est maturation de cadres d'investissement avec les projets. 2023, ce décret, parce que j'ai échangé avec la directrice de l'équité et de l'égalité, elle m'a rassurée en me disant « Mais on va se rassurer, Célie, il ne faut pas qu'on s'inquiète, parce qu'on a ce décret-là qui nous protège. Parce que dans ce décret, on ne peut pas élaborer un programme, grand programme, si le programme n'intègre pas la question de l'égalité homme-femme et la question de l'environnement. Les gens vont contrôler. Et aujourd'hui, vous prenez tous les grands programmes financés par des bailleurs, la question de l'environnement et de l'égalité sont au cœur. Donc, c'est des questions de développement durable. Et les sous, on les a avec ces deux questions-là. Donc, on va continuer à les avoir. Mais quand nous comparons malheureusement les programmes de l'État financés par les fonds de l'État, le BCI, et les programmes financés par les partenaires techniques au développement, on voit que les programmes de partenaires techniques au développement ont des indicateurs sensibles au genre, ont plus leur budget, on peut savoir qu'est-ce qui est alloué aux hommes et aux femmes, qu'est-ce que ça a impacté, etc. Et peu du côté de l'État du Sénégal, alors que c'est un engagement, l'État a pris, s'est engagé sur ces questions. Donc c'est des faiblesses, malheureusement, qu'on note au niveau institutionnel. Oui. Moi, je pense que la question du financement est questionnée depuis un moment par les féministes, les jeunes, surtout les jeunes féministes, mais la question du financement sous plusieurs formes. Je parle et je regarde Maman Awa en même temps. Mais je pense que cette problématique des financements n'est pas isolée en fait. Pour moi, ça vient s'ajouter à cette pression politique, idéologique, religieuse. Et pour moi, c'est parce que je mets en lien également cette pression avec cette montée de mouvements anti-droit, de mouvements anti-genre. Et je pense que c'est aussi un autre moyen mis en place par le système patriarcal pour fragiliser nos luttes, fragiliser nos mouvements. Parce que beaucoup sont dans le plaidoyer, par exemple. Et le plaidoyer, ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de ressources. Mais je pense que aussi, depuis un moment, consciente en fait de ce frein, de cet obstacle-là devant nous, beaucoup d'organisations réfléchissent sur quelle organisation en interne devons-nous avoir, quelle est notre relation avec les financements, quelle relation devons-nous avoir avec les bailleurs.
est-ce que nous avons un droit de regard sur la provenance même de ces financements et sur les éventuels agendas, on va dire, cachés ou pas, mais avoir en fait ce droit de regard et de réflexion, parce que il y en a qui se sentent comme aiguillonnés et il y en a qui sont en train de réfléchir sur comment on peut amener les bailleurs à vraiment prendre en compte les réalités remontées par les militantes qui sont sur le terrain, qui sont les vraies problématiques à questionner. Est-ce que ces problématiques-là sont croisées avec l'agenda ou en tout cas le programme des bailleurs ou des grands décideurs, visibles ou invisibles? Donc pour moi, c'est un ensemble. La question du financement ne peut pas être questionnée de manière isolée, mais elle doit être questionnée en tenant en compte de toutes ces problématiques-là. Mais en même temps aussi, ça nous questionne sur nous, comment on peut aujourd'hui, bien sûr, les mouvements féministes ont existé avant les financements et vont continuer d'exister. Parce qu'il y a un soubassement qui est l'engagement, qui est là. Et pour moi, cet engagement-là est orienté vers les communautés. Comment on peut aujourd'hui continuer à renforcer cette relation que nous avons entre les militantes et les communautés? Quel type de contribution, on va dire, on peut mettre en place? Contribution communautaire, contribution militante. Comment aujourd'hui cette question du financement pour être, je ne veux pas parler d'autonomie, mais pour que nos organisations puissent un peu, je ne veux pas dire se libérer, parce que nous sommes ensemble, se libérer de ces financements, mais parce qu'on en a besoin et que c'est important aussi, parce que quelque part, les financements reviennent vers nous, mais ça part de nous, quelque part. Et pour moi, c'est obligatoire, mais comment, à notre niveau, on peut mettre en place un système qui nous permet d'avoir cette liberté-là et nous détacher un petit peu de cette, je ne sais pas si je dois parler d'interdépendance ou de dépendance financière. Et sur les organisations et les alliances, Oui, oui, les alliances. Pour moi, c'est important et je pense que c'est aussi compris parce que de plus en plus, on voit la création d'espaces, la création d'alliances. Je pense que l'exemple le plus récent, c'est le mouvement Lujotjodna, une alliance entre une organisation de défense des droits humains et une organisation féministe. C'est vrai que ces espaces ne sont pas tout le temps des espaces faciles pour les féministes, en tenant compte de beaucoup de... Mais pour moi, c'est nécessaire. Il fut un moment où moi, je pensais que c'était vraiment une perte de temps de s'allier avec des organisations qui ne... Oui, enfin, pas mixtes, mais qui n'épousent pas, en fait, avec qui nous n'avons pas les mêmes valeurs, ni les mêmes combats, qui ne sont pas féministes. Mais quand on apprend des luttes et des acquis dont tu parlais tout à l'heure, ici au Sénégal, on se rend compte que, en fait, plusieurs acquis qu'on a actuellement, pour ne pas dire toutes, ont été possibles parce qu'il y a eu des alliances. Parce qu'il y a eu des alliances entre militantes féministes et d'autres organisations qui ne sont pas du tout, qui ne se réclament même pas défenseurs de droits humains. Donc, à un moment donné, je pense que les jeunes féministes ont commencé à réfléchir, à questionner, à vraiment essayer d'apprendre et à mettre en place des alliances stratégiques. Des alliances stratégiques, des alliances assumées. Et je pense que c'est... Bon, tout ce qu'on est en train de dire actuellement, je pense qu'on aura des discussions encore beaucoup plus approfondies durant le Ndadje parce que, comme tu disais tout à l'heure, les acquis ne sont jamais protégés
et c'est la thématique centrale de cette édition. Et je pense que la question de l'alliance est vraiment mise au centre parce qu'on se rend compte que dans cette lutte, à un moment donné, il nous faut tisser des alliances assumées, des alliances intelligentes et des alliances stratégiques. Merci Zoubida. Wasso, tu nous diras le Ndadié, c'est où et quand? 14 février, je suis là pour faire les communications et la pub. C'est le 14 février au Novotel. Le Ndadié, ce sera une belle occasion de continuer cette conversation. Merci Zoubida pour cette question. On parle d'alliance, on parle de connexion internationale. Les mouvements féministes, pour moi, sont peut-être les ouvertures ou les fenêtres pour le monde aujourd'hui. Et le féminisme, c'est vraiment une idéologie qui défie les relations de pouvoir. Ce n'est pas seulement les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est entre les riches et les pauvres, c'est entre les noirs et les blancs, c'est entre les plus âgés et les plus jeunes, c'est entre ceux qui sont peut-être ont plus fait des études et pas. Donc c'est vraiment questionner les relations de pouvoir. Et ça, pour moi, c'est la base, n'est-ce pas, du féminisme et de l'égalité que nous demandons. Peut-être ce qui est visible et ce dont on parle le plus et le modèle que nous utilisons, le centre duquel nous partons, c'est les femmes. Mais ce n'est qu'un modèle, ce n'est qu'un aspect de ce pourquoi nous battons. Et donc, aujourd'hui, les relations de pouvoir sur le plan international sont totalement déséquilibrées. Et ils l'ont été depuis toujours, en tout cas pour nous, en tant qu'Africains, qui, si nous remontons, puisque vous avez remonté jusqu'à la période précoloniale dans ce livre, puisqu'il faut revenir au livre, ce dont on parle, c'est des questions d'utilisation de pouvoir et de privilèges pour exploiter un groupe donné et ne pas lui donner les opportunités, la visibilité dont elle a besoin. Oui, je dirais, on parlait de connexion, de partenariat, d'alliance, etc. L'art, bien sûr, est un lien, est un créateur de liens. Et cela permet de toucher les gens et différentes personnes avant même qu'ils puissent comprendre, avant de dire, avant de faire le discours. C'est vrai qu'on est là sur un panel, on est en train de discuter des choses, mais pour moi, en tout cas, l'art est la façon d'entrer en communication et de toucher des sensibilités avant qu'on n'arrive à la réflexion. Et nous sommes des humains et nous pouvons comprendre. Nous pouvons être sensibles par l'art à ce qui est juste, à ce qui est injuste, même si, quelquefois, ce qui est injuste nous privilège, nous donne certains privilèges. On peut sentir et savoir que, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut se mettre quelque part porter les chaussures des autres pour se dire, et si c'était nous à qui on avait fait cela, est-ce qu'on l'accepterait? Donc, Zoubida, pour moi, c'est à ça que l'art sert vraiment. C'est de créer ces liens et de se dire que c'est international. Tout à l'heure, la directrice de la fondation Heinrich Böll a parlé, la présidente de la fondation Heinrich Böll a parlé de la situation des femmes en Allemagne. Et lorsqu'on écoute en tant que femme au Sénégal, on se dit, il y a un lien, même si on est loin, même si on n'a pas la même culture, on peut s'asseoir
autour de cette question et savoir qu'il y a un lien entre nous. Et très souvent, moi, je pense que l'art peut aider à cela. Et un seul mot sur la question des financements. Je vais revenir un peu. Ouasso a touché un peu et a eu peur peut-être de froisser un peu les gens. Sur les questions de financement, c'est aussi des questions de relations de pouvoir. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Parce qu'il y a des questions de relations de pouvoir qui sont liées aux questions de financement et qu'il faut qu'on puisse s'asseoir et se dire, voilà, reconnaître son pouvoir, reconnaître son privilège et se dire il est possible d'entendre, il est possible d'écouter, il est possible de changer et d'entendre l'autre, qu'on soit homme, qu'on soit détenteur de bourses de financement ou autre chose. Donc merci, ce fut un beau panel. Moi j'ai une question, parce que j'ai entendu rapidement Dr Seyni parler rapidement de dessins animés, mais on n'a pas parlé des enfants. On n'a pas parlé d'éducation nationale, parce que pour moi, la base, c'est vraiment changer au niveau des enfants. C'est à ce niveau-là que les choses peuvent changer. Le taximan dont vous parlez, pour moi, il n'est pas coupable. Coupable, c'est la société. Ce sont ses parents qui l'ont éduqué. Il a été éduqué comme ça, il voit le monde avec ses filtres. Et ces filtres sont faits quand ils sont enfants. Et non après. Après, ça devient plus difficile. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'étais au Canada, le groupe LGBTQ+, c'est au niveau des maternelles qu'on leur apprenait que c'est normal, une femme, un homme, les hommes, les gays, c'est normal. Ce qui arrive après, je regarde un dessin animé où une fée, on voit une fée et on voit un gros homme noir dessus. Moi, j'étais choqué. Mes enfants, à la fin, je leur dis qu'est-ce qui vous a choqué sur la fée? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est la robe, les chaussures. Pour eux, c'était normal. C'est parce qu'il y a eu un changement à la base. Et est-ce que dans ce livre, il y a cette partie-là? Désolé. Donc moi, c'est Abdoulaye Sy. Je suis hypnothérapeute. Et je vais vous demander de citer une figure féminine, une géante, et pourquoi. Toutes les personnes qui prendront la parole vont citer. Une géante, moi je vais citer Koumba Touré, qui s'est toujours battu. Parce que le premier livre que j'ai vraiment lu, c'est le livre de Koumba Touré, qui parlait de l'enfance, qui parlait des femmes, et ça a changé ma vie. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau panel. Moi, j'ai une question et une contribution. La question, c'est que pensez-vous qu'on peut faire concernant la formation des journalistes? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de féminicide, je pense que le récit journalistique joue beaucoup sur cette forme de banalisation finalement que nous retrouvons. Vous voyez, les journalistes, quand ils parlent de féminicide, c'est un drame familial ou voilà, c'est un fait divers en fait, qu'on va même tirer quelquefois vers quelque chose de rocambolesque et ça passe. Et je pense qu'il nous faut aussi déconstruire ce discours journalistique-là qui ne sert pas du tout à la mise sur agenda et puis à la priorisation en tout cas autour de cela. La contribution, c'est qu'il me semble, par rapport à la raréfaction des ressources dont vous avez parlé, moi, je me suis toujours dit, la solution, c'est vraiment la mutualisation des actions. C'est le fait de se regrouper, c'est le fait de faire des choses ensemble et de recevoir des financements communs, avec l'idée qu'on a toujours une stratégie commune, avec un agenda très bien défini, quelles que soient nos divergences, quels que soient nos modes d'action, quelles que soient les causes, la spécificité des causes, en tout cas que nous défendons, on pourra être quand même capable de faire cela. Parce qu'on est dans un contexte où aujourd'hui,
que ce soit les partenaires techniques ou financiers ou d'autres ressources, ne peuvent pas couvrir toutes nos activités. Donc pour moi, en tout cas, je continue à me dire que ça c'est vraiment une chose en fait. Et c'est finalement un rêve. Je me dis, moi vraiment, je vois qu'on fait beaucoup de choses, énormément même. Chaque année, il y a des actions qui se passent, mais si on pouvait mutualiser, si on pouvait avoir un agenda commun, même si nos actions peut-être peuvent être divergentes quelque part, mais au moins si on fait ça, on aura l'avantage de toucher beaucoup plus lourdement les politiques. Et pour moi, cela me semble hyper important et c'était ma contribution. Merci beaucoup. Ma figure féminine, bon, ça va être difficile. Bon, je remets ça. Je vais choisir après. Allez-y. Non, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Fatou Diouf, je suis journaliste au journal Les Échos. Je vous remercie tous, autant que vous êtes dans la salle, plus particulièrement aussi à Alice Djiba qui m'a permis aujourd'hui de participer à ce panel-là. Juste vous rappeler qu'il fut un temps, j'avais un peu interpellé Alice Djiba en ce qui concerne ces genres d'activités. Je suis vraiment contente de participer. En plus, je lui avais demandé de m'en faire part pour que je puisse aujourd'hui être là. Juste revenir un tout petit peu sur ce que le grand monsieur a dit tout à l'heure. Excusez-moi de ne pas retenir votre nom. Oui, comme vous le savez, souvent on dit que parfois les femmes, ce sont les piliers de la société. N'oublions pas aussi les enfants. Parce que comme il a tantôt dit, pour qu'une chose puisse être captée le plus rapidement possible ou bien pour faire une vulgarisation, il va falloir au primordial, pour moi, selon moi, d'après mon entendement, passer par l'enfant. Parce qu'ici, comme j'ai l'habitude de le dire, autant pour moi, nous sommes dans une société structurée. Nous sommes peut-être dans une société dans laquelle il y a des choses qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore, comment ça s'appelle encore, des valeurs qui sont là, ainsi de suite. Partant de cet élan-là, il faudrait d'abord, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, passer par les enfants. Il y a tantôt quelqu'un qui l'a dit dans les débats, en ce qui concerne les dessins animés, il faudra investir sur ça. Et aussi, il faudra investir en ce qui concerne les langues nationales. Comme vous le voyez, le Sénégal, nous avons un melting pot ici. Il y a beaucoup de langues qui sont parlées, beaucoup de dialectes qui sont parlés ici. Dans ce cadre-là, il va falloir, pour vulgariser l'activité, passer par les enfants en faisant autant pour moi ce qu'on appelle les dessins animés, surtout promouvoir les langues nationales, ce qui fera que aussi le message va beaucoup passer. Parce que là, on ne va pas dire que la majorité de la population elle est instruite, mais au moins, si on fait une avancée sur ce pas-là, il y aura peut-être des résultats escomptés. L'autre chose sur laquelle je vais développer, c'est-à-dire par exemple la formation des journalistes en ce qui concerne l'activité. Parce que pour pouvoir informer le public ou bien pour pouvoir développer un sujet, il faudra d'abord se l'approprier. Il faudra d'abord avoir des connaissances requises. Il faudra d'abord aller dans ce sujet-là pour pouvoir tirer, comment ça s'appelle encore, le lexique. Parce que dans chaque chose, il y a un lexique qu'on doit mettre en avant pour pouvoir faire passer son message. Je pense que Wasso ne m'a pas reconnu, mais je la reconnais à travers les activités de Amifal. Là, elles font des choses extraordinaires. Et aussi, j'aimerais vous voir sur cette lancée-là. Parce qu'il y a certaines choses qui sont mises en avant par eux et que vous aussi, vous avez mises en avant. Il faut juste miser sur cela, sur la formation aussi des journalistes, sur ces genres d'activités, pour que le message aussi puisse passer comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et votre il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Hein? Je ne saurais pas faire, ça serait pour moi un tout petit peu, le mot est un peu gros, faire une discrimination. Mais en tout cas, je vous dis merci autant que vous êtes et vous avez fait un travail vraiment excellent. Oui. Merci beaucoup. Je suis Saliou Ngom et je suis autrice aujourd'hui. Alors, merci en tout cas pour ce panel, c'était très intéressant.
Moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez que le discours, que l'émergence d'un discours que vous connaissez très viril, moralisateur aujourd'hui, qui émerge de mouvements que je ne citerai pas, mais je pense que, voilà, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Est-ce que ça alimente ces violences? Est-ce que ça peut, de manière indirecte, bien sûr, contribuer à légitimer ces violences-là qui conduisent au féminicide? Donc voilà, globalement, ma question, et merci pour viril et moralisateur surtout, qui est articulé très souvent aussi à la question de l'émancipation, aux questions de genre surtout. Non, je peux citer une des Pendambo, par exemple, qui inspire beaucoup. Voilà, merci. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Marie-Hélène Yaye, je suis la coordinatrice du programme Les Géantes Invisibles. Voilà, j'aimerais rebondir sur une question qui me paraît intéressante, c'est sur la réversibilité des acquis. Je me rappelle en 2014, Koumba et moi-même avions participé à un panel où, je pense que c'était organisé par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où on parlait de la réversibilité des acquis. Et je me disais, je pensais qu'un acquis, c'est quelque chose qu'on a. Mais dans le cadre féminin et féministe, tout change, quoi. C'est-à-dire, tu peux avoir une chose aujourd'hui et la perdre demain. Voilà, donc, d'où l'importance d'avoir des alliances et, comme l'a si bien dit Célie, d'élaborer des stratégies bien réfléchies, parce que si on peut perdre nos acquis et on tend vers de nouveaux acquis, donc il faudrait qu'on ait des alliances et qu'on élabore des stratégies pour pouvoir, comme elle l'a si bien dit, ne pas avoir ça et perdre le plus important. Donc, le deuxième aspect, c'est par rapport au financement. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements sociaux réfléchissent sur de nouvelles alternatives pour être autonomes. C'est-à-dire, les mouvements réfléchissent sur des façons de vendre des choses sur le net, des t-shirts, des whatever. Mais je pense que ça devrait être accompagné par les bailleurs. Par exemple, une fondation comme Enrich Bol. Je pense que Enrich Bol souhaiterait qu'une fois qu'elle parte, que les mouvements qu'elle a eu à soutenir puissent continuer le travail. Et pour ce faire, il faut que ces financements soient souples, soient flexibles. Il faut que ces financements puissent permettre aux organisations féministes de pouvoir mettre en place des choses. C'est-à-dire, par exemple, si on permet à une organisation de construire un local qu'elle peut louer, ou bien quelque chose comme ça, ça peut permettre à ces organisations-là de pouvoir être autonomes. Mais malheureusement, avec les bailleurs, ils financent des projets. C'est des financements basés sur des projets. Et ce n'est pas trop intéressant. Ça ne règle pas le problème et ça n'amène pas le changement systémique qu'on aimerait voir. Donc, à vous, Enrich Bol, si vous pourriez être beaucoup plus souple, parce que c'est ça, moi je l'ai dit lors d'un panel, j'ai dit que si on veut que le changement s'opère, il faudrait aller vers la base, aller à la base. On ne peut pas tout le temps être à Terroubi, être à Novotel et parler de changement transformationnel. Parce que ce changement-là, on le veut au niveau des communautés. Et les communautés, elles se trouvent. Donc, Enrich Bol avait commencé à faire des activités au niveau de la banlieue, Guédiawaye, Pikine, Dalifort, mais c'est ça, c'est ce qui amène le changement. Mais ce sont les mêmes têtes qui se retrouvent, on parle des mêmes débats. Nous tous, nous sommes conscients que le féminicide doit être combattu. Nous tous, nous en sommes conscients, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais est-ce qu'on est là pour se sensibiliser? Est-ce qu'on est là pour se conscientiser? Non. On est déjà conscient de cette problématique. Il faudrait aller à la base, parler avec les communautés. Il y a des clubs d'anglais qui sont là, il y a des clubs de littérature, il y a des clubs de lecture où on pourrait s'engager avec les jeunes. Je pense que si on veut vraiment avoir le changement, il faudrait changer de paradigme. Et le dernier aspect, c'est l'art. Comme on l'a dit. Donc l'art a ce pouvoir de changer les choses. L'art a ce pouvoir. Surtout aujourd'hui, on parle d'activisme artistique. Wasso est formatrice, moi je suis consultante en activisme artistique, c'est-à-dire c'est l'art qui combine l'aspect affect de l'art et l'aspect affect de l'activisme. C'est-à-dire l'art cherche
l'affection, l'activisme, certes, l'effet. Maintenant, quand on combine les deux, on pourrait avoir le changement souhaité. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à Dr Céliba. Je vois Madame la ministre, Madame Awa Fall Diop, avec qui j'ai eu à bénéficier de nombreuses formations à travers Forfedac, dont je suis membre. Le Forfedac, c'est le Forum Femmes Dakaroises Action Citoyenne, qui a été créé en 2016 et qui fut coordonné par Feu Yassine Diagne. Paix à son âme. Ma contribution est la suivante par rapport à l'exposé de Madame Céliba, dont nous avons pris avec connaissance, parce que les inégalités qui sont notées entre les hommes et les femmes sont d'une manière générale appréciées par la société de façon individuelle et non de façon globale. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il faut tantôt regarder les choses de manière globale. Parce que si on se base sur les textes et les lois, il y a une certaine façon de faire, si je peux dire comme ça, des lois. Les lois sont souvent imparfaites, si je peux l'appeler comme ça. Parce que à l'époque, à la fac de droit, il y a une certaine professeure du nom de Fatkine Kamara. Elle fut la fille de Feu Moussa Kamara, qui était président de la Cour suprême. Ousmane Kamara, autant pour moi. Fatkine avait l'habitude de dire, dans ses cours, je me rappelle très bien, elle disait souvent, la Constitution est la mère des chartes. Quand on consulte l'article 5 de la Constitution, qui dispose que les hommes et les femmes naissent libres et égaux devant Dieu et la loi. On va plus loin, il y a le code de la famille, il y a les autres codes. C'est ce qui vient prouver ou bien qui vient confirmer ces incohérences qui sont dans les différents codes. Parce que quand un article vient dire que le mari est par excellence le chef de famille, alors c'est dans ce sens que Fatkine Kamara disait que toutes ces dispositions sont inconstitutionnelles car contraires à l'article 5 de la Constitution. Donc c'est pour dire encore que je pense que les différentes solutions, par exemple, que les parties prenantes doivent envisager, ne doivent pas seulement se limiter sous l'angle juridique. Par exemple, aujourd'hui, ils doivent être imaginés des cercles ou bien des cadres de concertation où il y aura non seulement les législateurs qui vont légiférer sur les lois, mais aussi il y aura la société civile, il y aura les instances de décision telles que les parlementaires, mais aussi il y aura les populations. Parce que comme je dis, aujourd'hui, le véritable problème, c'est comme on dit en Wolof, le nëpp-nëppal. On a tantôt parlé de chiffres, mais mun nañ wax que ne am na si yoo xam ne sax duñu am chiffre exact bi parce que bëri na si problème yoo xam ne duñ ko yëg duñ ko xam parce que ñu ngi koy nëpp-nëppal si biir société bi di ko nëpp-nëppal si biir famille bi ba nga xam ne problème bi fi mu war a yegg pour ñu saafara ko du fa yegg. Kon je pense que tey fi ñu toll ci liggéey bi mooy ñu waxtaanee ko mu nekk un débat inclusif et participatif, que chaque partie prenante soit consciente qu'elle a un rôle à jouer pour éradiquer ce fléau. Alors, j'avais oublié ma figure féminine. J'ai tantôt parlé de Madame le ministre Awa Fall Diop parce que j'ai eu à œuvrer avec ces femmes du Forfedac, avec Yassine Diagne, avec Dr Céliba, mais cette femme n'a ménagé aucun effort pour que les femmes soient conscientes qu'elles doivent être représentées dans les instances de décision, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Alors, bonjour à toutes.
Merci Jubida, merci à Takumba, Seli, Wasso pour le panel. C'était très riche en termes d'échange. Donc moi, c'est Fatou Warhassamb. Je suis journaliste, je suis féministe aussi. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que, quand même, j'étais en train de vous écouter et je me disais que quelque part aussi, il y a des acquis, même si aujourd'hui, on n'est qu'au mois de février, début février, et on a 3 féminicides. Aujourd'hui, on est tous d'accord et tous sur le terme à utiliser. Aujourd'hui, même si les journalistes continuent, ou des gens de la presse en ligne, de la presse d'une manière générale, continuent d'écrire des choses qui ne devraient pas être écrites, quand même, on note qu'il y a une avancée, surtout par rapport au terme. Le président, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, Jubida, on commence à s'approprier du terme. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que féminicide et tout le monde sait que quand il y a une femme qui est tuée, on doit dire féminicide. Et aujourd'hui, la réflexion, elle est même poussée. Il y en a qui disent, quand est-ce qu'on dit féminicide? Est-ce que c'est quand ça se passe au milieu familial ou est-ce que c'est quand c'est un proche ou surtout, est-ce que c'est quand c'est juste une femme qui est tuée? Et donc ça, c'est des réflexions, et c'est ça qui va nous pousser à savoir qu'il y a des féminicides intimes, féminicides, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que les gens, maintenant, s'approprient du terme. Maintenant qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le mot à utiliser, qu'est-ce que ça change? Parce que parfois aussi, quand on veut des choses, quand on fait des revendications et quand on a quelque part des acquis, il faut aussi, en plus des autres revendications à aller chercher, il faut aussi nous dire, on a ça, maintenant qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'aurait voulu ou pas? Donc c'est toujours des réflexions à avoir, mais déjà vous féliciter et voilà, vous dire que j'étais contente de vous écouter. Et ma figure, ici et maintenant, je vais dire Tata Awa Fall puisque c'est elle qui est célébrée aujourd'hui. Merci. On va demander à Wasso, mais avant que quelqu'un me le pique, vous ne présentez pas Tata Awa Fall Diop complètement. Vous ne dites pas que c'est une mamou waliée, et c'est la partie la plus importante. Allez, Wali. Alors, que je réponde aux questions. À une question? Oui. Oui, je pense que je vais peut-être répondre à la question de Awa concernant les journalistes. Et moi, je pense que les journalistes font partie de notre société, en fait. Ils ont, eux aussi, ou elles aussi, reçu les mêmes socialisations, ils sont dans des mêmes espaces de socialisation. Le patriarcat est très ancré en nous. Même nous, militantes féministes, on se questionne et on essaie de lutter contre ce système-là et ce type de socialisation-là qu'on nous a ancré. Et là, c'est vraiment, comme Tata Kumba disait tout à l'heure, un privilège de pouvoir même identifier et nommer, en fait, ce type de socialisation-là qui est, ce système de domination-là. C'est-à-dire, on est consciente du système dans lequel nous sommes. Et pour moi, ça, c'est un privilège. Maintenant, beaucoup de questions. Est-ce que ces journalistes-là ont été formés? Est-ce que ces journalistes-là, dans quel cercle ils évoluent? Parce que, je discute avec une amie journaliste, elle me dit, oui, il y a beaucoup de formations. Les organisations féministes et certaines ONG invitent les journalistes et essaient en fait de les intéresser à certains sujets, à comment les traiter. Mais en réalité, je pense qu'il y a un groupe qui est laissé en rade quelque part, c'est les patrons de presse. C'est les personnes qui corrigent et qui valident ces textes, ces papiers avant la publication, les directrices et directeurs de publication. Ces personnes-là aussi devraient être sensibilisées, ces personnes-là aussi devraient être interpellées. Parce que les journalistes n'écrivent pas, ils n'ont pas cette liberté-là d'écrire. Mais il y a aussi une autre question liée à comment on va dire, au fonctionnement d'une entreprise, d'une boîte. C'est les faits divers vendent, qu'ils le disent. En fait, comment ils écrivent
ils ont d'autres objectifs, d'autres visions différentes de nous, en fait, en tant que militantes femmes, ou tout simplement des personnes qui veulent s'intéresser sur ce qui se passe dans leur société. Donc pour moi, la question est encore très profonde. C'est vrai que de plus en plus, on voit une évolution, comme disait tout à l'heure Warkha, sur la manière même de traiter les violences basées sur le genre, on va dire. Et l'autre jour, une amie m'a dit, Wasso, arrête de parler de violences faites aux femmes et parle de violences patriarcales. Donc, je m'entraîne à dire violence patriarcale en sachant que c'est beaucoup plus englobant. Mais je pense que, Awa, on va continuer la sensibilisation, on va continuer les formations et on va continuer aussi d'essayer de toucher d'autres personnes qui occupent des positions beaucoup plus stratégiques pour que, enfin, le traitement des violences basées sur le genre quitte le cadre fait divers pour aller dans une autre partie. Parce qu'un jour aussi, un journaliste m'a dit, mais fait divers, c'est une rubrique comme d'autres rubriques politiques dans nos journaux. Nous, c'est comme ça qu'on organise et que c'est comme ça qu'on comprend la chose. Mais je pense qu'il y a un grand travail qui doit être fait et qui a commencé, qui va continuer sur comment ces violences basées sur le genre-là devraient être traitées par la presse sénégalaise. Merci. Les instances de prise de décision. Il n'y a que 2 femmes patronnes de presse au Sénégal, donc c'est assez peu. Et en termes de couverture médiatique sur les questions de femmes, ça tourne autour que de 24%. Donc autant de défis. Les journalistes sont formés sur différentes problématiques, mais c'est la continuité. Et aussi, c'est l'investissement, l'investigation. Le journalisme d'investigation, très peu. Donc voilà, il y a beaucoup de limites, mais c'est extrêmement important parce que ce cadre médiatique aussi, c'est une instance de socialisation et qui doit déconstruire le discours. Donc la mutualisation des actions, je suis complètement en phase. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué la naissance du réseau féministe. Même si le rôle que, en tout cas personnellement, que j'attends, n'est pas toujours là, mais c'est avoir une vision commune et développer des actions concertées sur le terrain. Des actions, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on coordonne. Il ne faudrait pas des trucs assez isolés, mais autour de cette vision commune-là, comment avoir des actions complémentaires concertées sur le terrain. C'est extrêmement important, sachant que chacun vient des espaces différents, trajectoires différentes, mais il faudrait quand même qu'on ait cette vision concertée commune et chacun puisse mener son travail, en tout cas sur le terrain. Abdoulaye, c'est vrai que moi, j'ai cité les dessins animés pour parler de l'espace médiatique, mais j'ai parlé de l'ensemble des instances de socialisation, l'éducation, la famille, l'école, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait articuler si on veut vraiment avoir, en tout cas, les changements souhaités. Donc, les tout-petits, évidemment, c'est pourquoi je parle en fait de l'enseignement sur ces questions-là. Comment construire les liens d'égalité entre les hommes et les femmes pour les tout-petits? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme, un garçon? Est-ce que ça peut être avoir toujours la force? Faire du mal, être violent, est-ce que ça être un homme? Donc c'est des questions qu'il faut poser aux tout petits. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Voilà, donc je pense que s'il y a une politique évidemment qui le prend en charge, ça pourrait vraiment aider parce qu'aujourd'hui au Sénégal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des initiatives. J'ai beaucoup aimé le club d'ambassadeurs des hommes, aujourd'hui qui soutient la cause féminine. Ça, c'est une initiative que j'aime beaucoup. Donc le changement de mentalité, bon, Fatou revient un peu avec les langues nationales, évidemment. Et je pense que la Fondation travaille en collaboration avec le réseau des radios communautaires parce que c'est extrêmement important. 50% ou moins, légèrement, de Sénégalais ne parlent pas français. Donc malgré les efforts, donc, on est à ce niveau-là. Hein? C'est le chiffre, mais on est autour de 50 ou moins, ou 49% de Sénégalais ne parlent pas français. Donc c'est extrêmement important d'utiliser les langues nationales. Donc ça, c'est là, déconstruire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être homme, etc. Donc c'est ça, parce que cette virilité, pour voilà, cette organisation sociale, les normes, etc. Voilà, donc on a tracé en tout cas
Deux voix, une voix pour les hommes, une voix pour la femme, la masculinité, la féminisation. Qu'est-ce que féminité? Donc voilà, on est dans ces cases-là. Et c'est là où il faudrait vraiment déconstruire. Donc, Marie-Hélène, la réversibilité des acquis, j'étais là-bas, parce qu'on avait donné l'exemple de la Gambie, qui est revenue sur la loi sur l'excision, donc en 2022. Donc la Gambie dit maintenant on peut exciser les filles en 2022. Alors que le travail pour pénaliser ça, ça a commencé les années 80. Les années 80, le combat a démarré pour aboutir une loi. Et après, on est revenu là-dessus. La question de la sécurité, la stratégie de sécuriser des acquis. Donc on peut tout perdre. Il faut que les jeunes générations sachent que ce que nous avons, on peut les perdre demain. Voilà. Donc on peut les perdre demain. Donc vous voyez un peu au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe? L'Afghanistan, avec les talibans qui sont revenus au pouvoir, les femmes ne peuvent plus aller nulle part. Donc dans d'autres espaces du monde, parce qu'un pays qui est en conflit, qu'est-ce qu'on touche en premier? Ce sont les droits des femmes et des enfants. C'est qu'on touche en premier. D'accord? Donc il faut qu'on puisse le savoir et être bien ensemble et développer vraiment ces alliances-là. Et voilà, c'est les alliances qui aident à gagner des combats. Donc que ce soit non féministe ou pas. Et moi, je vais même au-delà. Comment créer des espaces aujourd'hui avec les mouvements anti-droit? Il faut qu'on discute. C'est difficile de militer. Il y a la charge mentale. On ne peut pas continuer à être sur des actions de confrontation. À un moment, il faut qu'on s'assoie et on échange. Il faut discuter avec les mouvements anti-droit. Aujourd'hui, on parle du protocole de Maputo. On dit que c'est diabolique, etc. Mais posons le protocole, expliquons le protocole, qu'est-ce qui pose problème, etc., etc. Donc je pense qu'il faut aller vers ces espaces-là, avec ces mouvements anti-droit-là, pour échanger sur des textes, pour aussi les renforcer et échanger pour trouver en tout cas des compromis, sachant qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, mais au moins qu'ils comprennent et être d'accord sur certaines choses. La question du financement, et là, j'ai beaucoup aimé le plaidoyer de Marie-Hélène, c'est-à-dire comment autonomiser les organisations de la société civile qui ne bénéficient pas des fonds de l'État. Hein. C'est les partenaires techniques et financiers qui accompagnent, hein, et parce que l'État n'a pas les moyens même de sa politique. Et on sait la précarité de nos organisations aussi. Donc la question de l'autonomisation, je pense que c'est une discussion, Madame la Présidente, qui doit être posée, pas seulement en tant que fondation, mais d'autres. Comment autonomiser? Parce qu'il parle d'autonomisation, pas parler de la pérennité des actions, la pérennisation des actions. Parce que s'il n'y a plus de financement, hop, ça ne bouge pas parce qu'on n'a plus de fonds, on ne peut pas toujours être dans le bénévolat, il y a des besoins qu'il faut régler, il y a toutes ces questions-là. Donc voilà, je connais les procédures parce que j'ai été dans la fondation et dans d'autres. Donc, mais je pense que c'est une question qui doit être posée pour ne plus, à un moment donné, financer cette organisation-là, parce qu'on l'a aidé aussi à s'autonomiser et elle a les sous pour pouvoir financer ces organisations. C'est des questions juste de procédure et de... Voilà, je ne vais pas revenir sur l'art, je laisse à combat en parler. Bon, Oumi nous parle de l'égalité, bon, c'est plus une contribution. Oui, Warkha, il y a des avancées, oui, le fait d'en parler, la question du féminicide, mais comment aussi l'intégrer dans notre code pénal, etc. Voilà, ça, c'est un travail qui va se faire par la suite. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Ce que je dirais, c'est que demain, je fais un conte pour les enfants à l'école du Dialaw, à Toubab Dialaw. Et la semaine passée, nous en avons fait à l'école de Derklé. Travailler avec des centaines d'enfants par le chant, par le conte, et installer les questions de valeur. C'est au-delà des questions qui concernent les femmes, c'est des questions d'humanité, de comment on se comporte, de comment on s'aime soi-même et qu'on aime les autres et comment on partage, etc. C'est des bases de l'humanité qui se perdent quand même, faut le dire aujourd'hui, et que si on ne les enseigne pas aux enfants, bien sûr qu'ils ne vont pas le savoir. Abdoulaye, qui est mon frère, merci. Tu
as demandé à tout le monde de dire une figure féminine. Je vais nommer Seynabou Ndiaye, qui est la mère d'Abdoulaye, qui était aussi une mère pour moi, feu Seynabou Ndiaye, et qui m'a beaucoup appris. Qui m'a appris à m'aimer moi-même et à aimer les autres. Et je suis d'accord qu'il faut commencer avec les enfants. Et parce que nous sommes tous socialisés dans le même espace. Hommes comme femmes, nous apprenons à donner moins de valeur à la vie des femmes. En tant qu'hommes et en tant que femmes, nous donnons moins de valeur à la vie des femmes, nous donnons moins de valeur au travail des femmes, nous donnons moins de valeur à la santé des femmes, etc., etc. Donc, c'est un travail que nous devons faire très, très tôt dans les familles, mais il y a une responsabilité de l'État. Il y a une responsabilité de l'État dans les curricula, dans les contenus éducatifs. Si jusqu'à l'université les droits des femmes ne sont pas enseignés, alors à quel moment on en parle aux enfants? Donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire notre part et nous devons, vous avez beaucoup parlé de dessins animés, je suppose que tout le monde se rend compte que les enfants dans les maisons parlent comme dans les dessins animés, n'est-ce pas? Donc on connaît à peu près le chemin qu'il faut prendre pour les toucher, n'est-ce pas? Donc, il y a un travail, un investissement à faire. Ça, c'est l'État, c'est les partenaires, c'est aussi nous, en tant que parents, en tant qu'activistes, qui devons investir nos propres ressources pour le faire. Le livre dont Abdoulaye parle, Les jumeaux de Diakounda, est une histoire, un conte initiatique qui parle des droits des femmes, des droits des personnes qui vivent avec un handicap, des droits des enfants, mais sous forme de conte. Il ne dit pas les droits, il ne dit pas littéralement, mais il touche les sensibilités autrement. C'est-à-dire on n'a pas besoin toujours d'être littéral, particulièrement en art, et ça il faut que je le dise. Les fondations, les institutions qui soutiennent les artistes, et qu'ils veulent qu'ils disent littéralement « il faut respecter les femmes », non, ça ne marche pas comme ça. Quand ça devient littéral, ce n'est plus de l'art et ça ne touche plus. Ça devient une propagande, autant écrire un texte ou faire une pancarte. Il faut laisser les artistes libres dans la création, de faire des allusions aux choses, de dire, de nommer les choses pour que les gens comprennent sans que ce ne soit textuel. Parce que c'est dans cette imagination-là, quand on laisse les gens imaginer le reste, qu'on peut vraiment les toucher. Merci. Merci beaucoup, Kumba. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Rafa. En résumé, si vous le permettez, très rapidement, nous avons dit que les données n'existent pas réellement, mais qu'il y en a toujours trop. Trop. Toujours. Il y en a une, c'est une de trop. Il y en a toujours trop. Que le traitement médiatique était problématique et que la responsabilité de l'État doit être interrogée. Sur la première question sur les enseignements que les jeunes féministes pourraient avoir dans les âges-là qu'ils vivent aujourd'hui, ce serait de partager des stratégies. Dire aux jeunes générations que les luttes n'ont pas démarré hier, les luttes ont commencé il y a longtemps, que la question auquel les jeunes féministes doivent répondre est celle de la préservation des acquis. Sur l'obstacle structurel, Célie est revenue en nous disant que... Oui, c'est ça. On va y arriver. L'obstacle structurel, Célie est revenue en nous disant que c'était le tissu social. Et la contribution de Kumba sur cette réponse de Célie, c'était de nous donner un peu de patience pour les luttes féministes. Les choses prennent en général un temps long pour exister. Qu'on sache qu'il y a des cycles d'avancée, mais qu'il y a aussi des cycles de recul. À la question sur le combat, sur l'invisibilité, il était important, Kumba, tu nous as dit, de se battre tous les jours afin de sortir de l'invisibilité. Sortir de l'invisibilité, les luttes doivent sortir de l'invisibilité, mais les personnages de cette lutte aussi doivent sortir de l'invisibilité. Et que dans les géantes invisibles, on va y arriver, l'importance de nommer. Prenez tout son sens justement, parce que sans nommer, on tombe dans l'oubli et qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'oubli. Qu'il faut célébrer les gens de leur vivant et ne pas les célébrer après leur mort. Au Sénégal, on a tendance à dire que c'est un pays où il est très difficile de vivre, mais c'est un beau pays pour mourir. Vous mourrez ce soir,
Vous avez des éloges sur 50 générations, vraiment. Et donc, on l'a vu encore récemment, après le décès de Halima Gadji. Sur le discours du président de la République, Wasso nous rappelle que le fait que le président ait nommé féminicide n'était que circonstanciel parce qu'aucune mesure n'a suivi. Et que, de toutes les façons, cela a aussi durci les résistances des courants anti-genre. Et ces courants anti-genre sont les courants contre lesquels tout le monde se bat. Ce n'est pas seulement les féministes qui se battent, mais c'est pour tous les droits qui ont été acquis pour tout le monde. Il faut se battre contre ces courants-là. Et Kumba nous rajoute dedans, en parlant des courants anti-genre, en parlant de cette banalité de la violence-là, que ça lui rappelle que son propre combat, elle, a commencé avec la mort de Dokinyas, qui avait mobilisé 12 000 femmes. Si la mort d'une femme a fait en sorte que 12 000 femmes puissent se lever, nous sommes capables de pouvoir reproduire peut-être la même chose. Sur la réforme du Code de la famille, CELU nous dit qu'elle n'est pas seulement pour une réforme. Elle pense qu'il faut une vision globale et holistique et qu'il est tout autant important de réformer le Code que d'aller voir et de traiter et de corriger les mesures discriminatoires. Sur les résistances, elle est revenue sur ces résistances-là autour de la résistance principale qui est le tissu social mais aussi institutionnel. Et quand on a abordé la question sur la raréfaction des financements, Wasso nous a dit que cette raréfaction, à son sens, est aussi en lien avec cette montée du conservatisme-là et sur la lutte que mènent les groupements anti-droits des femmes autour de cette question. Et qu'elle considère que c'est une stratégie du patriarcat. Sur les alliances, elle est revenue dessous en nous disant que c'était déterminant parce que je pense que nos luttes ne survivront et les acquis ne se consolideront que de cette manière-là. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et sur la raréfaction des financements, qu'il est important de revoir les liens avec les bailleurs et même d'avoir un droit de regard et de réflexion sur les financements. Et c'est là où Kumba complète en nous disant que les financements sont aussi des relations de pouvoir et que peut-être Wasso ne l'aborde pas à ce sens-là, parce que oui, c'est extrêmement difficile des fois d'adresser de manière frontale ces questions-là. Kumba nous rajoute, et pour notre bien à tous, que le féminisme est une idéologie qui redéfinit d'abord les alliances et questionne du coup les relations de pouvoir quand on lui a posé la question sur la fragmentation aujourd'hui, qu'on note un petit peu partout, comment faire pour retisser les liens et avoir du ciment à nouveau. Merci beaucoup, messieurs, dames.